ça commence avec les questions faciles. Là. J'aime bien passer le feedback à l'équipe et aux ingénieurs et très important pour d'écouter ça tout le temps. Quand les gens viennent me voir en me disant oui, Notion ceci, Notion cela, on a l'impression d'être face à une petite baguette magique dont on va faire sortir au revoir le chaos et le flou, au revoir la charge mentale, c'est magique, et bonjour sérénité, productivité, tout ça grâce à un super espace de travail. On a commencé en fait chez Atomic assez simplement avec Notion, hein, avec les bases en fait de ce que propose Notion. Donc en fait on a intégré des outils assez basiques, on pourrait dire, pour documenter tout ce qu'on fait, tous nos process. Donc on a intégré toute la documentation déjà dessus. D'un côté il y a l'outil et on commence avec des templates doucement, on y va nous à notre rythme, et de l'autre côté t'as des gens qui, et j'en suis coupable, hein, qui font des trucs vraiment énormes, et on se dit non mais en fait je suis loin d'être là-bas en fait. Moi je voulais juste créer des notes à la base. Bienvenue à l'ESD pour ce meet-up Notion. Ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On a organisé ça parce que on a Yann de Notion qui venait à Paris, et on s'est dit quelle meilleure occasion de faire rencontrer Notion avec sa communauté ici. Et ce soir, on va du coup les rencontrer. On va rencontrer aussi Shubham, entre autres, Claire et où est Clément ? Clément, pardon. Et voilà, on va faire quelques petites présentations pour animer la soirée. On va aussi faire une petite session de questions-réponses avec Ben, qui est chez Notion au community. Il va s'introduire lui-même. Merci à l'ESD pour l'accueil ici ce soir. C'est une école où les étudiants apprennent Notion. Donc c'est une école qui est beaucoup dans le progrès vers le no-code, vers les nouveaux outils, etc. Et quel meilleur endroit pour justement accueillir cet événement ce soir. Je vais laisser Justine dire un petit mot pour introduire rapidement l'école, et puis on va commencer ensuite avec une petite présentation de Shubham sur la productivité qui va être fort intéressante. Bonsoir à tous. Petit mot d'introduction, je vais être très rapide, je vous promets. Déjà, bienvenue à l'ESD, École supérieure du digital. Si vous ne connaissez pas, ça fait 10 ans qu'on existe. Et effectivement, comme le disait Lou, on forme aussi nos élèves à toutes les solutions no-code. Et notamment, on travaille aussi avec Stanislas Verjus, que vous connaissez peut-être. Et Lou qui forme sur Notion à peu près toutes nos promos. Donc voilà, et on a d'ailleurs quelques élèves de l'ESD. Donc merci à eux d'être venus, c'est très cool. Donc voilà, profitez bien de votre soirée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, on est là. Et il y a aussi Marine, des relations entreprises, qui est au fond, qui lève la main. Si vous cherchez des alternants, des stagiaires, nous avons un très très bon vivier de stagiaires et d'alternants à vous fournir. N'hésitez pas. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. À tout à l'heure. Trop cool. Je vais proposer aux personnes de Notion, people from Notion, to come and say a few words because we are so glad to have you here tonight, and people we will know a bit more about you. Thank you so much for being here tonight. It's so great because at first only Jan was supposed to be here, and then we had more and more people. So it's a great occasion to meet you. N'hésitez pas à venir les voir pendant la soirée, à discuter avec eux. Évidemment, c'est vraiment une belle occasion ce soir. Si vous êtes des utilisateurs de Notion, évidemment, d'en savoir plus sur ce qu'ils font, sur comment Notion fonctionne, etc. Ça peut être vraiment un bon moment pour discuter de tout ça. So let's introduce yourself. Bonsoir tout le monde, je me présente, je m'appelle Robbie, je suis le GM de Notion ici en EMEA. Je vais commencer avec un petit pas léger parce que mon niveau de français n'est pas parfait, donc je vais changer en anglais si vous êtes, si c'est ça, d'accord. So pleased to be here this evening and to see such a really engaged, strong community. I'm sure many of you have been Notion users for a long time, but I'm not sure if you know, but Paris is a really special city for us. I think the growth of the tech ecosystem has kind of coincided with the growth of Notion as an organization, and there isn't a city in the world like Paris which has taken Notion to heart. And many of Notion's foundations have really been the community. Everybody who's been leveraging our product and championing it for so long. So we're so grateful to be invited here this evening and to share this evening with you.
and so excited to see the level of engagement in the community always. My name's Robbie O'Connor. Please contact me with any questions that you have anytime. Love to connect on LinkedIn and love to discuss and nerd out about Notion, same as I think many people here. Merci. Hello, I am sorry, I do not speak any French. Désolé. My name is Anya Dundas. I head up marketing for Europe here at Notion. So wonderful to see this community. Also had the pleasure of meeting some of our ambassadors for lunch earlier today. So you're in wonderful hands here, I know. Unfortunately, I'm dashing straight to the airport from here to go home. Please connect with me on LinkedIn. Would love to know more about how you're all using Notion. I'm delighted you've so many of the team here to talk to tonight. Thank you for arranging this. Bonsoir tout le monde. Bon, je vais essayer avec mon français qui a un énorme accent italien. Du coup, je m'excuse. C'est génial d'être ici. Après 5 ans à Paris et 2 ans passés à Dublin, c'est ici que je suis tombé amoureux de Notion. C'est ici que je reviens pour revoir un petit peu tous les grands fans. Et il n'y a pas ville qui est plus passionnée de Notion que Paris. Du coup, ça, c'est juste ouf. En termes de mon rôle, je suis à la tête des partenariats startup chez Notion, focus sur évidemment les startups, les fonds d'investissement, les accélérateurs. Du coup, voilà, si vous avez envie de parler startup, événements ou trucs comme ça, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir. Bonjour, I'm Virginia. I'm part of the localization team at Notion, and our team is basically now working on making Notion in French so good that you want to use it in French and not in English. So can you raise your hand who of you have tried the app in French? Yes. Okay, next time I come back, I want to see all of those hands up. But yeah, I would love to get some feedback from those of you who have tried Notion in French to actually see how we can do better, that it feels native for you. Features that you would like to see in the app that makes the language or the databases, for example, more customized for French. So I will be probably there in the back. If you see me and you would like to share some comments, I will be super glad to hear what you have to say. So thank you all. Bonjour, je m'appelle Ben. Je suis un tiers français. C'est un peu compliqué. J'ai habité à Paris quand j'avais pendant un an. Alors ça fait un moment depuis que je suis là. Je suis très content d'être ici et je suis à Notion à peu près 4 ans. Je travaille sur Community et je suis super content de vous faire connaissance et on parlera plus après. Et on peut tous applaudir Lou qui a fait un gros travail d'organisation. Et je voulais remercier Virginia parce qu'en fait, c'est vrai que mon cerveau était matrixé avant de parler de roll-up, de parler de mots purement en anglais et petit à petit je dis agrégateur, je dis non pas drop-down mais menu dépliant, voilà, ce genre de truc. Juste pour une petite question, qui utilise Notion depuis moins de 3 mois ici? Ok. Et qui utilise Notion depuis moins d'1 an? Plus d'1 an? Waouh. On a affaire à des professionnels. Je suis très content parce que justement dans le talk d'aujourd'hui, on va en réalité peu parler de Notion. On va parler plus d'organisation en général. Et ça va être hyper cool parce que le contenu sur Notion, j'en ai fait pas mal. Juste pour savoir, qui connaît ici ma chaîne YouTube sur ok, trop cool. Donc j'ai une chaîne YouTube, voilà, si jamais vous la connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner. On vient de dépasser les 120 000 abonnés, c'est trop cool. Je dis on, mais en fait je suis tout seul. Mais voilà. Aujourd'hui je vais vous parler des 5 principes de productivité. Je vais mettre un petit timer de 15 minutes parce que j'ai promis à Lou que je ne ferai pas plus de 15 minutes. On va parler des 5 principes de productivité. Et ma promesse aujourd'hui, c'est que à la fin vous ayez ce qu'on appelle un MVS, un Minimum Viable System. L'idée c'est de parler de système d'organisation et pas uniquement d'outils. Les outils c'est génial, c'est vraiment le point de départ. Mais si on a un outil et qu'on sait pas vraiment ce qu'on veut faire avec, généralement c'est juste un outil. On peut avoir la meilleure raquette du monde, ça veut pas forcément dire qu'on jouera comme Nadal. Et l'idée c'est d'avoir du coup un minimum viable system. J'aimerais qu'on enlève juste une croyance ici qui est certainement présente du coup dans chacun et chacune d'entre nous, qui est que Notion c'est un super outil,
mais c'est pas ça qui va vous permettre. Donc, j'aimerais qu'on s'enlève une croyance, c'est que Notion c'est un super outil, mais c'est pas l'outil qui va vous permettre d'être hyper productif, c'est vraiment ce que vous allez en faire. Et l'idée de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que vous ayez les bases, les 5 éléments un petit peu pour vous dire, ok, est-ce que j'ai ces 5 éléments, donc j'ai ce système minimal pour me dire que je fais l'usage au moins minimum de Notion pour pouvoir m'organiser. Parce que Notion, on peut partir dans tous les sens. On a tous été, je pense, un peu coupables de passer des nuits à essayer de rendre notre Notion jolie. Et en fait, 2 semaines plus tard, on se dit, mais j'utilise pas du tout ça, en fait. Et je pense qu'on s'est tous un peu perdus. Et l'idée, c'est que, vu qu'on est tous plus ou moins des professionnels de Notion, c'est que maintenant, on se dit, ok, c'est quoi la next step? Quels sont les principes que je veux mettre en place? Souvent, quand on tape productivité un petit peu sur YouTube, on tombe souvent sur des tactiques en fait. On tombe sur des techniques et moi-même, ce dont je parle souvent sur YouTube, c'est des techniques sur comment faire X avec Y, comment faire une barre de progression, comment déplacer un champ dans un autre, comment synchroniser une base de données. C'est souvent des tactiques. Et le but, et parfois je parle de méthodes aussi, sur quelles sont les 5 techniques ou 5 méthodes pour faire quelque chose. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de principes, sur quels sont du coup ces 5 principes que j'ai un peu collectionnés de plusieurs bouquins, que j'ai mis pas mal de temps à on va dire, me les approprier plus et surtout les adapter à Notion. Et ces 5 principes, vous allez le voir, ils sont donc au nombre de 5, ça vous le savez. Bref, mais ce que je voulais dire du coup, c'est que c'est pas l'outil qui vous rend productif. Ce qui vous rend productif, c'est un système. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de minimum viable system. Il y a plein de types de systèmes qui existent. Ça, c'est un système qui s'appelle Kaopra qui existe. Il y a des gens comme Ali Abdaal qui font des systèmes hyper complexes dans lesquels il y a tout qui est connecté avec Notion, avec Rome Research, avec Obsidian. Bref, c'est vraiment fou. Alors qu'en réalité, dans la pratique, connecter ces 2 outils n'a aucun sens. Et il y a aussi des gens comme Thiago Forte qui font aussi d'autres systèmes d'organisation. Mais souvent, on a l'impression que d'un côté, il y a l'outil et on commence avec des templates doucement. On y va, nous, à notre rythme. Et de l'autre côté, tu as des gens qui, et j'en suis coupable, hein, qui font des trucs vraiment énormes. Et on se dit, non mais en fait, je suis loin d'être là-bas, en fait. Moi, je voulais juste créer des notes à la base. Et c'est un peu ça. J'aimerais qu'on revienne en arrière pour qu'on se dise, ok, c'est quoi les 5 choses qu'il faudrait que je mette en place dans mon système dès demain, dès que je vais ouvrir mon Notion pour me dire, ok, j'ai mon minimum système viable, donc minimum viable system. Ça a 5 parties, ce système: la capture, le plan, le focus, la vision et la review. Donc on va les détailler un par un. La capture, ça vient d'un bouquin qui s'appelle GTD. Qui a lu GTD ou eu entendu parler de GTD? C'est un super bouquin, Getting Things Done, de David Allen, dans lequel il parle de plein de choses, de plein de principes. Mais il y a un principe que moi j'adore et que j'utilise au quotidien, c'est la capture. Aujourd'hui, tous les jours, quand vous êtes en train de, prendre votre bain, venir ici, dans le métro ou dans le vélo, vous avez tout le temps des idées. Votre cerveau, il bouillonne parce qu'il est hyper fort à avoir des idées. Mais il n'est pas très bon, en fait, pour les garder. Votre cerveau n'est pas un disque dur. En fait, on a une mémoire de travail dans laquelle on peut stocker 5 éléments. Mais généralement, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous vous endormez, vous avez à un moment donné, faudrait que je fasse ça. Faudrait que je fasse ça. Et là, vous vous dites, bon, je vais pas me lever quand même pour prendre une note, quoi, tu vois. Et donc, il faudrait que je fasse ça demain. Et donc, souvent, la bonne méthode, c'est juste de capturer, de sortir ça de votre cerveau. Il y a plein de manières de le faire. Moi, je le fais par exemple avec un outil qui s'appelle Todoist, qui est connecté derrière à Notion, qui va automatiquement déverser dans Notion tout ça. D'ailleurs, je peux le contrôler avec Siri, par exemple. Mais c'est hyper important d'avoir un endroit où on déverse ce qui passe par notre cerveau, sans forcément se poser la question de ce que c'est, si c'est une to-do, une note, des idées ou quoi que ce soit, mais qu'on classera plus tard. Et donc ça, c'est une partie hyper importante. La deuxième partie, c'est la planification. Si je vous demande combien de projets aujourd'hui vous avez en cours dans votre vie, qui saura me répondre genre à 3-4 projets près? Très très bon, très très bon. Ok, pas mal, pas mal. Il est fort à parier que vous avez un système de planning en place. Un système qui permet de savoir que voilà, vous êtes sur tant de projets avec une telle charge de travail, ils commencent tant, ils finissent à cet endroit-là. Évidemment, Notion est un bon outil pour faire ça, mais évidemment, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser même un journal en papier si vous le souhaitez.
il faut un endroit où on puisse dire, ok, voilà, moi, mes projets commencent ici, ils finissent à ce moment-là. Comme ça, vous avez une bonne idée de combien de projets vous avez en cours. La vue timeline, qui est là aussi, est un super moyen dans Notion pour pouvoir faire ça. Mais l'essence même, le plus important, c'est pas la vue timeline de Notion. Le plus important, c'est de savoir sur combien de projets vous êtes. Donc ça, c'est le deuxième principe. Je vais un petit peu vite, comme ça, si jamais il y a des questions, on pourra les poser. Mais le but pour moi, c'est de tenir les délais et de ne pas trop prendre du temps sur les autres. Sinon, en fait, on n'a aucune idée des priorités du moment. L'urgent prend toujours la place sur l'important. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est commit déjà à 5 projets et puis on va gentiment dire oui à quelqu'un qui vient de nous proposer de s'associer avec lui. On va gentiment dire oui à quelqu'un pour un nouveau projet, alors sans forcément estimer combien de temps ça va nous prendre, etc. Et les projets ne sont jamais terminés parce que du coup, on les commence, mais on n'a aucune idée de même quand on les crée, est-ce que c'est un projet d'1 mois, de 2 mois, de 3 semaines et du coup, cette histoire de planification est hyper importante. Ça va ? Ouais, ok. Trop cool. Le focus. Le focus, je crois que j'ai mis une image de chef après. Je vais parler du stress juste après, mais en fait, quand je m'intéresse beaucoup à ça, à la cuisine, etc. Et souvent, les chefs un peu haut de gamme, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont déjà fait leur mise en place la veille. Ils ont chacun de leurs ustensiles rangés là où il se doit. Ils ont, avant de cuisiner un plat, tous leurs ingrédients qui sont sur la table pour pas qu'ils aient eux à aller au Franprix du coin pour aller chercher des œufs. Ça n'arrive pas. Et donc, au moment où ils commencent à cuisiner, ils sont hyper focus. Ils savent que la sortie, c'est ce plat-là. Et en fait, tout est hyper rythmé et tout va de manière un peu comme une symphonie. C'est parce qu'ils sont hyper focus sur ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont pas se laisser déranger par une notif. Hein, c'est assez rare. Et l'idée, c'est que nous, ce qu'il faut qu'on se dise, en tout cas, ce que moi je me dis, hein, et c'est d'ailleurs une suggestion, hein, c'est pas ce que tout le monde devrait faire, c'est une suggestion. Moi, ce que je me dis quand je me mets à travailler, c'est sur quoi je dois travailler déjà. Souvent, quand on a la flemme, quand on procrastine, c'est parce que on n'a pas une idée trop claire sur ce qu'on doit faire. Et donc, l'idée, c'est de rassembler tous les éléments, ce dont on a besoin pour pouvoir travailler, et puis après se dire, ok, je me mets en mode go time. Il y a plein de techniques pour faire ça. Il y a le time blocking qui existe, du genre, je vais mettre des temps sur mon calendrier pour pouvoir dire, ok, de telle heure à telle heure, je vais faire cette chose. Mais le plus important, c'est de se dire, est-ce que quand je vais me mettre à faire ce gros point vert, est-ce que je l'ai assez spécifié à l'avance? Est-ce que j'ai déjà tous les ingrédients en place? Pour quand on commence à le faire, eh bien, on n'est pas à aller chercher dans ses mails et puis après perdre dans ses mails, ou à aller chercher dans son téléphone et puis perdre sur TikTok. Parce que c'est là souvent qu'on est défocus. Et donc l'idée, c'est juste d'avoir un endroit où on puisse avoir toutes ces tâches de la journée, tous les éléments dont on va avoir besoin pour pouvoir travailler dessus. Donc, avoir ce focus. Et j'ai mis cette petite slide sur le stress parce que il y a un de mes auteurs préférés qui s'appelle Naval Ravikant qui parle du stress comme 2 endroits où on veut être à la fois. Et souvent, quand on est en train de bosser sur un truc, je suis censé faire mes slides et en même temps, j'ai envie d'aller dehors profiter de la plage, quoi. Et ça, c'est typiquement le stress. Alors que quand on sait qu'on s'est prévu cette plage horaire pour faire cette tâche et qu'on a tout ce qu'il faut pour la faire et qu'elle est bien définie, on est comme un chef en train de cuisiner notre plat et on n'est pas distrait. Donc le focus, c'est un des troisième éléments. Il y a le time blocking qui existe, qui marche très bien. Il y a aussi la méthode Pomodoro qui fonctionne très bien, qui est très connue. C'est 25 minutes de travail, 5 minutes de break, 25 minutes de travail, 5 minutes de break. Et du coup, ça nous permet de se demander combien de temps va prendre cette tâche ou combien de temps va prendre ce temps de focus qu'on a pris. Et soyons clairs, personne n'est focus 8 heures dans la journée. Enfin, moi en tout cas, j'arrive à être max focus en coupant mon téléphone, etc. Allez, on va dire si j'arrive à faire 3 fois 90 minutes dans une journée, c'est très bien. Moi, je suis rincé après. Faut pas oublier le temps de mise en place. D'accord ? Ce temps, c'est le temps du match et le temps de l'entraînement aussi. Faut pas quand on se met en mode go time, c'est le moment où on doit faire une liste de tâches et bam bam bam, on plie le game comme ils disent. Désolé pour ça. Quatrième, la vision. Ça c'est évidemment hyper important, je dis évidemment, mais en fait, jusqu'à très longtemps, j'avais aucune idée quels étaient mes objectifs à 90 jours, quelles étaient ma vision long terme. Et ça, je trouve que ça vient pas du tout d'un auteur célèbre, c'est un de mes youtubeurs préférés qui s'appelle Casey Neistat. Un jour, il a dit dans une vidéo « You can score without a goal ». C'est vrai que s'il n'y a pas de cage, c'est sûr qu'on marquera pas de but. Et les objectifs sont pas obligés d'être hyper figés,
et que si je l'ai dit, je le ferai absolument, mais les objectifs est un super moyen d'aller vers un endroit. Hein, quand je suis venu en vélo tout à l'heure, je savais que j'allais dans le 7e. J'ai pas mis de GPS direct en partant de chez moi. Je suis arrivé, je savais que c'était vers là, et après j'ai mis l'adresse exacte. C'est pareil, l'objectif donne une direction. Et c'est intéressant d'en avoir un. J'ai plein de templates sur ma chaîne, notamment sur les objectifs de 90 jours, mais aussi de l'année. Et sur aussi un truc que j'ai eu la chance de travailler beaucoup en coaching avec plein de coachs d'organisation, de développement personnel, de choses comme ça, qui m'ont dit... et je trouve que ça marche très bien pour moi, d'avoir une vision trop long terme, d'avoir une vision un peu quelle est mon identité idéale, qu'est-ce que je veux être la veille de ma mort, enfin ce genre de trucs-là. J'ai aussi fait un template là-dessus qui est hyper intéressant, qui permet de se projeter au hyper long terme et voir si en fait on est aligné avec ce projet qu'on est en train de faire. Est-ce que ça va vraiment dans ce sens-là? Encore une fois, c'est pas parce que on a dit qu'on serait comme ça à 90 ans qu'on est obligé de l'être. Ça donne une direction. La dernière étape, c'est la review. Alors celle-là, c'est la plus difficile, selon moi, parce que c'est celle la plus contre-intuitive, ou en tout cas la plus difficile à mettre en place. En tout cas, ça l'a été pour moi. La review, pareil, ça vient aussi, je crois, du bouquin David Allen, mais elle est vue dans plein d'autres bouquins. C'est, en gros, je fixe des objectifs, je vis ma vie, j'arrive à l'échéance, je regarde comment ça s'est passé. Et ce process-là, il est pas très confortable, parce qu'on fait face à nos propres... nos propres mythos, quoi. C'est genre, oh, je veux faire tout ça, et puis j'arrive, je fais, ah bah j'ai rien fait de tout ça. Ou alors, si j'ai fait, génial, je me félicite. Si j'ai pas fait, j'apprends pourquoi je l'ai pas fait. Et cette histoire de review, il y a plein de types de review qui existent. Il y a la daily review, la weekly review, la monthly review, quarterly. La réalité, c'est que selon moi, enfin, sauf les je sais pas, mais sauf les gens qui sont à fond dans l'organisation et qui ont en effet un système du tonnerre qui font les 4. Moi déjà, si je fais la weekly et la quarterly review, c'est très bien. C'est-à-dire que toutes les semaines, je me pose et je me dis, bon, voici ce que je m'étais proposé de faire cette semaine, voici ce que j'ai fait. Ça tourne généralement autour de entre 50 et 70%, ce qui est génial. Et ça me permet aussi de voir, regarde, tout ce que tu as fait en plus. Certains n'étaient pas vraiment alignés sur ce que je m'étais dit, mais au moins je me félicite de le faire et surtout j'apprends. Et notamment, j'ai une base de données d'amélioration et d'apprentissage où en fait je m'améliore de semaine en semaine pour savoir ce que j'ai fait sur ce que j'ai fait de bien ou ce que j'ai fait de pas bien, et généralement de semaine en semaine ça me permet d'avoir un processus d'amélioration. Le but, c'est de se féliciter du travail accompli, revoir le backlog de voilà ce qu'on a fait, revoir les projets en cours, lister les wins et les apprentissages, donc vraiment ce que j'ai fait de bien et là où je pourrais m'améliorer cette semaine. Donc si on reprend, et je suis dans les temps, il me reste 1 minute, donc on va avoir peut-être quelques minutes pour des questions. C'est la capture permet de réduire la charge mentale, de tout le temps se dire « Ah, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça », et surtout d'avoir un endroit où les mettre. Notion est un super outil, Todoist est un super outil, votre outil Note est un super outil. Il faut quelque chose où vous basculiez tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Vous allez voir le bien que ça fait. Un peu comme quand vous rangez chez vous. Moi, je sais que quand je range chez moi, ça fait du bien. Bah, c'est pareil. Le fait de tout mettre quelque part et on sait que ça va être géré plus tard, bah, ça fait du bien. Donc, décharger mentalement. Il y a un super exercice pour ceux que ça intéresse. Ça s'appelle le Mind Sweep. Ça vient du bouquin David Allen, de GTD, qui est un super exercice qui permet de se décharger mentalement. Mais là, c'est dans le run, dans tout ce que vous faites tous les jours. Enlevez tout ce qu'il y a dans votre cerveau. Deuxième, c'est la planification. Ça permet de réduire votre stress, de se dire « Ok, je suis sur tant de projets en même temps en ce moment. Je n'en prends pas d'autres. Mes projets, ils commencent à ce moment-là, ils finissent à ce moment-là. C'est tout. » Hop. Et puis derrière, on a le focus. Là, le but, c'est d'augmenter sa performance dans des temps courts, de se dire « Ok, j'ai 1 heure pour faire ces slides. » Bah, du coup, on les fait en 1 heure. On prépare notre canevas. On ferme tous les sites de distraction. Vous pouvez installer des extensions Chrome comme... Il y en a plein qui permettent de supprimer un peu les sites qui vous permettent d'être distraits. Il y en a un, c'est Newsfeed Eradicator, par exemple, qui va vous permettre d'enlever tous les newsfeeds de LinkedIn, de Twitter, tout ça, et vous verrez plus aucun feed. Ça, c'est vraiment top. Bref, la vision, ça vous permet d'être motivé au long terme de pourquoi je fais les choses. Parce qu'il y a des moments, c'est dur, et ça l'est, que vous soyez en équipe, que vous travaillez tout seul ou que vous soyez entrepreneur ou non. Il y a des moments, c'est dur. Si on n'a pas le pourquoi on le fait, bah, en fait, on n'est pas motivé très longtemps. Et donc, avoir une page où on a notre vision claire sur où je vais, ça va beaucoup, en tout cas moi, ça m'aide énormément.
dès que j'en chie un peu, je vais dessus et je regarde, je fais ok, en fait je le fais pour ça, donc c'est bon en fait. Et la review, ça vous permet d'avoir une amélioration continue, un système qui s'améliore continuellement. Si vous voyez que semaine en semaine, à chaque fois c'est oh là là, j'aurais pas dû me prendre cette 3e pinte, bah à la fin vous direz peut-être ok, bon, j'arrête un peu quoi. Voilà. C'est ça là j'ai pris l'exemple de la pinte parce que c'est dans la vie perso. Évidemment ça marche surtout dans la vie pro. C'est tiens, je me rends compte que j'aurais dû beaucoup plus avancer sur mes objectifs importants avant de travailler sur les tâches annexes de type checker mes mails. Bah, je le fais un peu moins. Et en fait c'est basique, mais le fait de revoir la même chose souvent, bah, ça va inconsciemment nous conditionner à pas le faire. Donc vous avez vu, c'est assez intéressant parce que je n'ai pas vraiment parlé de Notion, j'ai plus parlé des principes et c'était intéressant pour moi de parler de ces principes-là parce que j'en parle peu dans ma chaîne YouTube, etc. En tout cas, j'en ai peu parlé. J'ai parlé extrêmement rapidement, je m'en rends compte. Désolé pour ça. J'espère que vous avez suivi. Mais le but de la productivité, c'est pas uniquement de faire plus vite, beaucoup. C'est surtout pour moi, et ça le devient, une histoire de santé mentale, de se dire qu'on doit tenir au long terme. En fait, c'est pas juste une histoire de 5 ans, 10 ans. C'est une histoire de en fait toute notre carrière. Et le fait de bien s'organiser, c'est pas juste un outil. Évidemment, je sens que, et c'est pour ça que j'investis autant de temps sur Notion, je pense que Notion va durer longtemps. Ça vaut le coup d'investir dessus, mais les principes, ils s'en vont nulle part. Et donc, avoir des principes clairs, notamment ces 5, c'est une suggestion, ça permet de préserver notre santé mentale au long terme. Et voilà, merci pour tout ça. Super cool, c'était archi intéressant que tu présentes justement tes petites méthodes et surtout ces 5 piliers. Est-ce que quelqu'un a des questions sur des choses qu'ils aimeraient peut-être développer un petit peu sur la présentation de Shubham? Tu as parlé des grands principes, y a des méthodes, on connaît Para, etc. J'ai essayé d'expérimenter, je trouve que c'est assez compliqué parce qu'on doit essayer de faire rentrer des choses dans des cases, sur des aréas, et en fait c'est dur à mettre en place même quand on est organisé. Donc je voulais savoir un petit peu, est-ce que tu as rentré des méthodes dans les grands principes que tu te donnes tous les jours? Enfin, je voulais très savoir un peu. Bah, en fait, tu vois, pour moi, tu vois, je te parlais de la pyramide, des principes, des méthodes, etc. Pour moi, le para, tu vois, c'est plutôt une méthode. Typiquement, ça va être quelque chose qui va être au service de certains principes, ça va être au service de comment on veut s'organiser. En soi, para, c'est une manière d'organiser ses projets, ses documents, etc. Mais si tu n'as pas la petite flamme de pourquoi tu le fais, si tu n'as pas la petite flamme de... si tu n'as pas pour moi, les mécanismes de je capture quelque chose, j'ai une planification claire, etc., bah, c'est juste un outil pour moi. C'est un outil par-dessus un outil. C'est une méthode... Mais selon moi, une fois que tu l'auras mise en place, une fois que tu auras rangé les choses dans les cases, si ça ne correspond pas à toi, ta manière de travailler, bah, ça ne va jamais aller très loin. Et il faut tout de suite te dire que ce n'est pas parce que quelqu'un a écrit para, ou quelqu'un a écrit GTD, ou quelqu'un a écrit peu importe la méthode, que c'est celle-là qui fonctionne pour toi. Il va falloir la modifier, l'adapter à toi, ta manière de travailler. Il ne va pas falloir se dire « Oh, je ne suis pas dans les clous, du coup, je ne suis pas bien. » quoi. Je pense qu'on a toutes et tous une manière différente de travailler. Et il faut respecter ça, parce qu'en fait, il y a des gens, ils sont du matin, il y a des gens, ils sont pas du matin, il y a des gens, ils sont hyper sharp, il y a des gens, ils sont papillonnants, et c'est tout à fait OK. Moi, c'est ma lecture de tout ce monde Notion qui met des principes, qui met ça aussi, c'est une suggestion, hein. Mais je pense qu'il faut juste regarder tout ce qu'il y a, prendre ce dont tu as besoin. C'est pas parce que tu es dans un supermarché qu'il faut que tu achètes tout. Donc c'est vraiment ça, pour moi. Notion est aussi reconnu pour la dimension collaborative. Je voulais savoir si tu avais des mêmes outils un peu expliqués pour des usages un peu orientés pour tes propres pratiques, dans une approche plus collaborative. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance là récemment. J'ai beaucoup travaillé sur un système d'OS, WorkOS, LifeOS, TeamOS, etc. Il y a certaines personnes qui suivent ça dans une de mes formations. Et en fait, le TeamOS, c'est un OS, du coup, un operating system qui est spécifique pour les équipes et dans lequel j'ai mis... j'ai suggéré certains principes aussi, notamment celui des points bloquants. Donc en fait, avoir une base de données de points bloquants qui, dès qu'il y a quelque chose qui vous bloque, bah, au lieu d'aller pinguer la personne sur Slack ou d'aller le voir, hey, dis-moi, tu peux pas me dire comment on se connecte à ça, qui du coup, lui, il était en mode focus, chef, et boum, ça le déconcentre. Bah, en fait, d'avoir une base de données points bloquants qui potentiellement peut créer une alerte sur Slack,
mais qui surtout peut se revoir toutes les semaines dans une réunion. Pareil sur une base de données, point de discussion. Au lieu de dire hey, faudrait qu'on parle de ça, tu vois. Donc là, tu viens de déverser ta charge mentale sur l'autre personne. Ça arrive souvent quand c'est les CEO. Faut qu'on parle de ça, ok. Et là, en fait, on se rend pas compte, mais l'autre personne, tu viens de lui augmenter sa charge mentale. Potentiellement, cette personne est en train de faire quelque chose et elle va se déconcentrer, etc. Base de données, point de discussion, toutes les semaines, on revoit ça. Il y a un super bouquin qui s'appelle qui s'appelle Traction, et dans lequel il y a le Enterprise Operating System, dans lequel il donne plein de principes de toujours faire les mêmes réunions, aux mêmes horaires, de la même manière. Il y a ça. Il y a plein d'autres principes dans le TeamOS que j'ai un peu mis en place. Notamment, je peux t'en citer un, c'est celui d'avoir des bases de données de process collaboratives dans lequel on a dans chaque process le pourquoi on le fait, comment on le fait, étape par étape, et potentiellement une vidéo de process qui est liée à un projet. Et Notion nous permet de faire ça, de lier chaque chose à plein de choses. Et du coup, chaque projet a ses propres process. C'est 2 exemples que je peux te donner là, mais il y en a plein d'autres. Si on pourra en discuter avec plaisir. Sur la partie focus, tu parles de ne pas se faire déranger par la notification. Et je ne sais pas si tu pourras peut-être pas répondre à la question, mais sur comment on fait pour ne pas être dérangé par les gens quand, par exemple, on a un open space. Ouais. Comment tu fais ? Ouais, est-ce que toi, tu l'as déjà vécu ? Est-ce que... Ouais, j'ai eu de la chance et de la malchance, mais en tout cas de la chance d'avoir vécu des environnements en start-up ou dans lesquels j'étais dans les open space. En fait, pour moi, ça fait un peu le type qui se la pète dans la boîte, mais en fait, pour moi, c'était... Mais quand t'es développeur, t'as un peu le droit, tu vois. Donc, c'était un peu ce que je faisais. C'était, en fait, moi, quand j'ai mon casque, c'est simple. C'est no entry. Et il y a les gens qui osaient, je sais, par contre, là, je suis en train de... Et la personne se sent mal, en fait, direct. Tu vois, la petite phrase de « Ah ok, par contre, la prochaine fois, fais-moi un mail ou utilise la base de données pour une discussion. » Mais juste, j'étais en train de focus sur un truc. Quand j'ai mon casque, c'est-à-dire que je suis en mode guerre, tu vois. Et je pense que dit un à un à chaque personne, les gens se le répètent « Ah ouais, lui, il faut pas... » Et en fait, c'est pas grave. Les gens te respectent. Si tu te fais respecter, les gens te respectent. Et je peux te dire que la personne dans la boîte qui est la plus open, ouais, carrément, je t'aide, ouais. Et en fait, t'arrives, t'es tout le temps en train d'aller de bureau en bureau. Ah bah ça, je connais sur Notion, ouais, pas de souci, ouais, bah avec plaisir. Et en fait, cette personne-là n'avance pas sur ses propres objectifs à elle. À la fin du mois, alors sur quoi t'as avancé ? J'ai aidé tous les autres, ouais, cool, mais du coup, ta barque, elle en est où ? Et un des super moyens que moi j'avais mis en place chez Conto, c'était d'avoir un petit dashboard à moi que je rendais public, dans laquelle j'appelais charge mentale. Et donc, à chaque fois que en fait, les gens me pingaient sur des choses ou avaient besoin de mon input, je l'ajoutais dans cette boîte charge mentale. Et en fait, dans le one-one qu'on se faisait, dans la réunion tous les mois qu'on se faisait avec mon manager, je disais, voilà, sur les sujets sur lesquels j'étais impliqué. Et en fait, tu regardes la lourdeur du truc. Tu as tes objectifs, ils sont 5, mais tu as la charge mentale de 30 personnes parce que quelqu'un t'a sollicité parce que son projet, c'est de vendre à ce client et donc absolument, il faut que tu sois impliqué dedans. Tu fais 3 réunions et tout. Et cette base de données de charge mentale, crois-moi, ça permet de clouer le bec un peu à tout le monde et de dire « Hey, les gars, wow, je suis impliqué dans tout ça, en fait. Genre, si vous voulez que je le reste, il n'y a pas de problème, mais dans ces cas-là, il faut me décharger ici, en fait. » Voilà, ça fait un peu... mais ça marche très bien. Cool. Merci, Shubham. Merci tout le monde. Trop bien. Vas-y, je te laisse introduire la personne. C'était super intéressant. Comme d'habitude, tes presses sont pleines de bons conseils. C'est super cool. On reste sur le même thème, un peu productivité, organisation. Claire va du coup parler de ce même sujet. Claire, tu es coach en organisation, en productivité. Elle a fondé The Minimal Plan, si vous connaissez peut-être. De toute façon, je pense qu'elle va introduire, voilà, elle va se représenter elle-même. Et bonsoir à tous. Je suis hyper heureuse d'être ici. Merci beaucoup Lou pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Claire, Claire Vitou pour mon nom complet. Donc je suis fondatrice de The Minimal Plan. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sur @TheMinimalPlan. Et j'ai un podcast qui s'appelle Bye Bye Procrastination. Donc très clairement, je suis beaucoup plus habituée à parler devant mon ordinateur, seule devant mon micro, que devant autant de gens qui sont attentifs. Donc je vais essayer de raconter 2-3 trucs intelligents ce soir et j'espère que ça vous intéressera. Donc mon job à moi, c'est d'accompagner les entrepreneurs sur leur organisation, leur efficacité, la structuration de leur business, puisque vous êtes peut-être pas tous entrepreneurs, mais j'imagine que vous pouvez
projeter le truc. Quand on est entrepreneur, quand on n'est pas organisé, quand on n'a pas un système de productivité qui fonctionne, on peut se retrouver soit avec une espèce de plafond dans notre business, on n'arrive pas à aller plus loin parce que simplement on ne sait pas gérer notre temps, soit on se retrouve avec un équilibre vie pro, vie perso qui est très chancelant parce que notre business commence à nous manger sur tous les autres fronts. Donc mon job à moi, c'est d'aider ces personnes-là à réussir à continuer de développer leur business, à continuer d'aider leurs clients à eux, sans s'épuiser, sans se cramer. Donc ça, c'est qui je suis, mais finalement, c'est pas de ça dont on va parler ce soir. On va parler d'habitudes de travail pour décupler sa productivité, et je pense que ça va être une suite, je ne dirais pas parfaite, j'aurais pas cette ambition, mais en tout cas une suite très logique par rapport à ce que vient de vous partager Shubham, par rapport aux principes dont il vous a parlé. Puisque finalement, les habitudes de travail, on va en discuter, mais ce serait presque le jumeau des principes qui vous a parlé, c'est l'équipe en fait. On a besoin des principes et on a besoin des habitudes qui viennent soutenir ces principes, qui permettent de les déployer dans son quotidien. Et on ne s'est pas du tout concerté avec Shubham, d'ailleurs on ne se connaissait pas avant, mais j'ai fait à peu près la même chose en termes de dégommage de croyances. Généralement, quand on parle d'outils d'organisation et de Notion, évidemment, quand les gens viennent me voir en me disant oui, Notion ceci, Notion cela, on a l'impression d'être face à une petite baguette magique dont on va faire sortir, évidemment, au revoir le chaos et le flou, au revoir la charge mentale, c'est magique, et bonjour, sérénité, productivité, tout ça grâce à un super espace de travail. Moi, je considère que Notion n'est pas une baguette magique, et peut-être que la team de Notion va me détester pour cette comparaison, mais Notion est une machine à laver. Donc je sais que ça fait pas rêver de dire que Notion est une machine à laver, mais pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que une machine à laver ne lave pas votre linge. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une machine à laver, si vous mettez vos chaussettes à côté de la machine à laver, vous les retrouvez sales à côté. Si vous ne faites pas l'effort de prendre les chaussettes, de les mettre dans la machine, d'appuyer sur le bon bouton, de mettre la lessive et de lancer la machine, de l'étendre, etc., vous n'avez pas de linge propre. Alors je sais que c'est une métaphore hyper prosaïque et très, très pratico-pratique, mais je pense que c'est une bonne image en réalité pour décrire les outils d'organisation. Tu peux avoir la meilleure machine à laver du monde, et Shubham vous parlait de raquettes, mais on peut décliner ça à l'infini, on peut parler du marteau et on plante pas les clous, on peut parler de la machine à laver où on lance pas la lessive, on peut parler de plein de choses, mais foncièrement, on parle de la même chose, on parle du fait que les outils ne font pas le travail. Qu'est-ce qui fait le travail? Ça va être les humains qu'il y a derrière les outils. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on utilise les outils, qu'on les utilise à leur plein potentiel? C'est évidemment les principes, le workflow un peu que vous a présenté Shubham de capture, planification, focus, etc. Et c'est les habitudes qui viennent sous-tendre, qui viennent appuyer ces principes. Tout simplement, je pense que vous le savez du coup, puisque vous êtes là et que vous avez entendu Shubham, donc je vais pas vous le refaire, mais créer un espace de travail sur Notion ne suffit pas à sortir du chaos. Qui est-ce qui a déjà créé un espace de travail ou une page ou un truc, que ce soit pour soi ou pour une équipe, et ça n'a jamais marché, on n'a jamais réussi à faire adhérer les gens? Ok, pas mal. Ça nous est tous et toutes arrivé, je pense, tout simplement parce que l'outil ne fait pas l'habitude et ne fait pas la compétence. En fait, pour avoir un système efficace, Shubham vous a parlé des principes, moi je vais vous parler des ingrédients entre guillemets d'un système efficace. Un système efficace, pour moi, il repose sur 3 piliers. Il repose sur les outils. Donc évidemment, là, on parle de Notion, il y a aussi tous les autres outils que vous allez pouvoir utiliser, votre boîte mail, votre système, les outils de gestion des documents, etc. Vous avez des outils. Les outils sont ce qu'ils sont, donc ce sont des machines à laver. Vous avez besoin de compétences. Les compétences, c'est ce que vous allez savoir faire, la manière dont vous allez pouvoir travailler. Votre capacité à planifier, votre capacité à structurer, votre capacité à prioriser, votre capacité à catégoriser l'information, à la mettre au bon endroit, etc. Et le dernier ingrédient dont on a besoin, c'est un workflow. Ce sont des habitudes qui viennent mettre le lien entre tout ça. Parce que encore une fois, si j'ai simplement un outil mais que je ne l'utilise pas, je peux avoir le meilleur outil du monde, ça ne marche pas. Donc on a besoin, au-delà, je pense, des outils, des espaces de travail, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place sur Notion, ce dont on a besoin, ce sont des habitudes de travail. Donc voilà ce dont je vais vous parler, et je vais essayer de vous partager un petit peu quelques principes que vous allez pouvoir utiliser pour soit
renforcer des habitudes de travail existantes, soit en mettre de nouvelles en place, même si pour l'instant vous avez encore des petites difficultés. Mettre en place une nouvelle habitude de travail sur le papier, c'est simple en fait. On se dit, ok, super, je sais qu'il faut faire la revue hebdomadaire, la revue mensuelle. Sur le papier, quand on réfléchit et qu'on se fait son workflow, c'est limpide, on est super motivé, etc. Sauf que quand il s'agit de le mettre en œuvre au quotidien, d'en faire une habitude pérenne, c'est pas tout à fait la même limonade. C'est simple, mais c'est pas facile. Et je pense que ça, tout le monde l'a vécu. Je veux dire, aller à la salle de sport, c'est simple en soi. Hein. Je veux dire, je le sais très bien puisque je n'y vais jamais. Je mets mes chaussures, je prends mon sac, j'y vais. Enfin, je veux dire, il y a rien de compliqué. C'est pas ça qui est difficile. On est d'accord ou pas? Ce qui est difficile, c'est de se botter le cul et d'y aller et de se mettre au travail. Sur les habitudes de travail, c'est exactement la même chose. Ce qui est difficile, c'est de mettre en route l'habitude et c'est de passer ce que j'appelle personnellement la vallée de la mort, c'est-à-dire le moment où en fait on est en train de mettre une habitude de travail, on est en train de chambouler du coup plein de choses, on est en train d'être dans la résistance au changement et en même temps, on ne voit pas encore les bénéfices de cette nouvelle habitude de travail. Et elle est là, la vallée de la mort. Elle est sur cette espèce de terrain où on essaye de mettre en place de nouvelles choses. C'est difficile, ça nous demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie parce qu'on est dans quelque chose de nouveau et en même temps, on ne voit pas les bénéfices. Donc c'est super difficile en fait de changer des habitudes existantes. C'est pas si facile que ça. C'est aussi super difficile quand on travaille en équipe et quand on est à l'origine entre guillemets de la mise en place de nouvelles choses, de créer de l'adhésion autour d'un nouvel outil, mais aussi autour de nouveaux process, parce qu'en fait, quand je parle d'habitude, on parle de ça, on parle de workflow, on parle de process. Et évidemment, c'est encore plus difficile de faire en sorte que ça devienne un automatisme pérenne et d'éviter l'effet champignon de « hop, je fais une révolution dans mes habitudes, 2 semaines plus tard, il n'y a plus personne ». Donc ça, c'est compliqué en réalité. Je pense que vous l'avez tous et toutes vécu. C'est le plus difficile en réalité. Et ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir en me disant « Claire, j'ai besoin de toi pour m'aider sur mon organisation et ma gestion du temps », les personnes viennent souvent avec des questions d'outils, de « je ne sais pas choisir entre ClickUp et Notion, je ne sais pas s'il faudrait plutôt que je fasse du time blocking ou ça ou ça ». C'est presque secondaire pour moi ces questions-là. Parce que finalement, on peut s'organiser et on peut s'organiser très bien et être hyper efficace avec un carnet et un stylo. Parce qu'à partir du moment où on a les bonnes habitudes de travail, où on a les bons réflexes de travail, l'outil, il est simplement là pour accélérer les choses, pour mettre de l'huile dans les rouages, mais c'est pas ça qui fait l'essentiel. Pour moi, en termes d'habitude, je pense que le principe le plus important que je voulais vous communiquer ce soir, c'est penser évolution plutôt que révolution. On a tendance, quand on veut changer des habitudes de travail, à vouloir faire table rase et dire nouveau jour, nouveau mois, nouvelle vie, je change tout, je deviens la meilleure version de moi-même. Ça marche aussi évidemment en équipe de dire on va faire une révision complète de ce qu'on fait, de la manière dont on fonctionne, etc. Et finalement, c'est se mettre un petit peu, préparer le terrain à l'échec de la mise en place de ces nouvelles habitudes de travail. Parce que plus on va faire des changements gros, plus ça va nous demander des efforts, plus on va être en résistance, puisque le cerveau humain est très très fort pour être bien au chaud dans ses petites pantoufles et surtout pas changer. Et donc plus on va vouloir faire une révolution, plus ça va être difficile de mettre en place ces nouvelles habitudes de travail. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire du coup pour faciliter, entre guillemets, réussir à faire en sorte que ce soit plus fluide, de manière très concrète? Pour moi, la première étape, c'est déjà, avant même de vouloir mettre en place des nouvelles habitudes de travail, c'est d'analyser et de s'appuyer sur des habitudes de travail existantes. Je suis sûre que vous l'avez probablement déjà vécu. Quand on crée typiquement un espace de travail Notion en apesanteur des habitudes de travail qui existent déjà, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de l'équipe, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on a besoin simplement de pouvoir s'appuyer sur des choses qui sont préexistantes et d'aller améliorer petit à petit, pas à pas, mais vraiment dans un temps long, les habitudes de travail. Dire je vais complètement revoir la manière dont l'équipe fonctionne et maintenant on aura une réunion hebdomadaire, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Souvent c'est difficile à mettre en place et c'est difficile de remporter l'adhésion. Ça marche exactement de la même manière au niveau individuel. Demain si je me dis trop bien, je vais aller faire du sport 4 fois par semaine, sachant que j'ai jamais mis de basket de ma vie, vous doutez bien que ça va être compliqué. Donc on analyse, on s'appuie sur les habitudes de travail existantes en essayant plutôt de faire de l'amélioration plus que de la révolution. La deuxième chose pour moi, c'est que pour faire en sorte que l'outil fonctionne en main dans la main avec les habitudes de travail, on a besoin de commencer dans la simplicité avant de créer de la complexité.
Je pense que vous l'avez aussi vécu probablement, je sais pas vous, mais qui a commencé avec des templates sur Notion en utilisant des templates? Ok. Et qui s'est retrouvé devant des templates en mode usine à gaz, on comprend rien de ce qu'on est en train de faire? Ok. Bah voilà, en fait c'est ça. C'est-à-dire que quand on commence à mettre en place de nouvelles choses, pour moi, c'est presque plus important de commencer avec une petite brique qu'on va ensuite venir augmenter, qu'on va construire au fur et à mesure, plutôt que de dire ok, je vais prendre le palais de Jean-Michel et je vais le mettre, faire la déco à mon image. Généralement, ça fonctionne pas. Parce que Jean-Michel, il a des besoins qui sont différents des vôtres, il a des habitudes de travail, des process, une manière de fonctionner qui est différente de la vôtre. Et du coup, souvent, le plus simple en fait et le plus facile, c'est de démarrer avec de la simplicité et d'aller chercher simplement le 1% d'amélioration. Je suis sûre que vous en avez probablement déjà entendu parler. Le 1% d'amélioration, mais le 1% d'amélioration qu'on va accumuler au fur et à mesure pour pouvoir aller chercher les habitudes de travail. Et presque, je dirais qu'en termes d'habitudes de travail, on pourrait presque fonctionner pour les gens qui travaillent dans le produit avec des roadmaps, de dire bah, ça c'est mon point de départ, ça c'est les habitudes de travail qui existent aujourd'hui. Mon point d'arrivée, ce serait ça. C'est quoi les étapes intermédiaires pour finalement fluidifier la mise en place de nouvelles habitudes? Et enfin, et là je m'adresse aux personnes soit qui sont en train de découvrir Notion, soit qui ont parfois du mal à faire en sorte que Notion devienne l'outil privilégié. Et je parle de Notion, mais je parle aussi évidemment de tous les autres outils de manière générale. Quand on veut faire en sorte qu'un outil rentre dans notre quotidien et faire en sorte que ça devienne une habitude, on a besoin de le rendre évident et incontournable dans l'environnement de travail. Le côté évident, c'est quelque chose qu'on sous-estime complètement. Je reprends ma métaphore du sport, puisque vous aurez compris que c'est ma préférée alors que je n'y connais absolument rien. Si je mets mes chaussures de sport devant la porte et que je suis obligée de buter dessus pour pouvoir sortir, on est d'accord que j'ai moins de chances de renégocier avec moi-même le fait d'aller faire du sport. En revanche, si elles sont dans mon placard et que je les vois jamais, c'est quand même super facile d'oublier d'aller faire du sport et de me contenter de rester dans mon canapé, ce que je fais allègrement. Mais vous avez compris que du coup, quand on a envie de mettre en place une nouvelle habitude, on a besoin de la rendre évidente. Si j'ai envie de lire tous les jours, en fait, peut-être qu'il me suffit simplement de poser mon livre à côté de ma machine à café ou sur ma chaise de bureau pour que je sois obligée de prendre cet objet dans les mains avant même de faire quoi que ce soit d'autre. Et on peut faire exactement la même chose avec les outils. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime, je pense grandement. Parfois, il suffit vraiment de très peu pour que la magie opère et pour qu'on arrive à mettre en place une habitude. Ce très peu, ça peut ressembler à quoi? Et là, du coup, je vais retomber sur la partie Notion et sur des choses très, très pratico-pratiques. Ça peut simplement être de définir Notion comme page d'accueil par défaut sur son navigateur. Quand j'ouvre mon navigateur, c'est Notion qui s'ouvre en premier. Je ne peux pas faire plus évident que ça. C'est mes chaussures devant ma porte d'entrée. Je ne peux pas faire quoi que ce soit tant que je n'ai pas mis le nez dans mon Notion. Je peux mettre un widget de capture sur mon mobile. Si j'ai du mal à mettre en place cette habitude de vider mon cerveau régulièrement, d'avoir une espèce de boîte de réception pour l'ensemble des choses qui me traversent l'esprit, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce soit évident, que ce soit facile, que ce soit satisfaisant? En fait, c'est ça les questions qu'on a besoin de se poser quand on met en place de nouvelles habitudes. Je peux insérer un lien de la page à réviser dans l'invitation à une réunion. Je suis en train d'organiser un truc. Si je veux faire en sorte que le compte-rendu de la réunion il se fasse dans Notion et pas ailleurs, je mets le lien de la page dans l'invitation. Je peux faire une espèce de redirection de l'ancien outil vers Notion. Ce sont évidemment des exemples. Vous avez vu que j'ai pris des exemples ultra micro, mais finalement, les questions à se poser, c'est comment est-ce que je fais en sorte que cette habitude elle soit évidente, que je ne puisse pas y échapper. Quand on parle typiquement, je peux même vous parler de revues hebdomadaires, de revues trimestrielles, etc. Comment est-ce que je fais en sorte que ces éléments-là, ça devienne les chaussures devant le pas de ma porte, que je ne puisse pas y échapper? Donc l'évidence. Ensuite, on a besoin que ce soit simple, que ce soit pas une usine à gaz, que ce soit facile à utiliser. Okay, on a besoin que ce soit, du coup, et c'est le troisième pilier, on a besoin que ce soit facile, que ça nous demande très peu d'efforts, parce que finalement, prendre mon livre sur ma chaise de bureau, c'est beaucoup plus facile que de devoir aller le chercher dans la bibliothèque, et c'est plus simple, donc ça encourage à mettre en place l'habitude. Et il faut que ce soit satisfaisant. Pour ceux qui connaissent James Clear, vous vous rendrez bien compte que je suis en train de vous redonner à ma sauce les 4 piliers qu'il explique dans Atomic Habits. Un rien peut tout changer en français. Mais du coup, vous aurez compris que pour moi, les habitudes, c'est vraiment le lien. C'est
la bolognaise de vos spaghettis, quoi. Sans bolognaise, c'est quand même vachement moins bien les spaghettis, et surtout sans habitude, que ce soit Notion ou n'importe quel autre outil, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est quelque chose dont je suis vraiment absolument persuadée. Parce que finalement, on peut faire en sorte que les outils deviennent des baguettes magiques. En tout cas, qu'ils nous rendent énormément de services, qu'ils nous facilitent la vie à bien des égards. En revanche, pour exploiter la puissance des outils, et du coup là on parle de Notion, on a aussi besoin de transformer les habitudes des humains qui l'utilisent. Et c'est ça finalement le plus difficile. Souvent, maîtriser un outil, c'est de la technique. Faire en sorte de développer un espace de travail, c'est de l'analytique, c'est évidemment du travail, etc. Là où ça coince généralement, c'est à partir du moment où on passe par l'humain. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression de s'il y a un problème informatique, il faut regarder entre la chaise et l'ordinateur. C'est un peu ça généralement en organisation. Quand on a un problème d'organisation, il faut regarder entre l'outil et la chaise. Okay ? Voilà, merci beaucoup. Merci Claire, trop intéressant. Est-ce qu'on a des questions pour Claire ? Oui, directement devant. Déjà merci, c'était super intéressant. Tu parlais de conseils pour encourager les gens d'une équipe à utiliser Notion, et tu mentionnais de par exemple mettre le lien d'une page Notion dans une réunion. Est-ce que tu aurais d'autres conseils de ce type-là ? Ouais, alors pour moi en fait généralement ce qui va coincer, et je travaille régulièrement avec mes clients sur ce genre de sujet, notamment les entrepreneurs qui commencent à avoir une équipe et qui vont potentiellement avoir du mal typiquement à faire en sorte que l'équipe respecte les process, qu'on fasse en sorte que les réunions se tiennent, que finalement les habitudes de travail qu'on met en place à l'échelle de l'équipe, parce que c'est de ça dont on parle, soient respectées. Pour moi il y a un premier point je dirais qui est la dimension bottom-up de la conception des choses, donc concevoir des habitudes de travail en chambre, c'est-à-dire juste moi derrière mon bureau et décider pour tout le monde, c'est généralement une approche qui est un peu glissante en termes d'adhésion derrière. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est aussi pour moi une question de communication, parce que généralement quand on réfléchit à des habitudes de travail, on réfléchit de notre point de vue avec les bénéfices que nous on va en tirer, mais quels vont être les bénéfices pour l'équipe, et pour moi c'est quelque chose de super important à prendre en compte et à pouvoir souligner aussi en termes de management. Je ne suis pas du tout spécialiste du management, mais je suis vraiment convaincue que quand on arrive à faire en sorte de rendre visibles les bénéfices pour tout le monde de quelque chose, que ce soit un outil ou des process, c'est beaucoup plus facile. Et après, quand on est sur le lien dans le truc de la réunion, vous avez bien compris qu'on est vraiment sur du micro-micro. Et simplement, c'est sur le fait de faciliter, de pointer à chaque fois les choses. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est aussi sous-estimé. Je pense qu'on a tous et toutes l'habitude de l'immédiateté, de la facilité, de faire en sorte que ce soit fluide. Et j'ai envie de dire, tous les outils qu'on utilise tendent vers ça. Toutes les expériences que les designers, que les entreprises nous proposent, elles tendent vers ça. Et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faciliter, entre guillemets, la mise en œuvre de ces habitudes de travail, qu'elles soient nouvelles ou pas d'ailleurs, pour les personnes avec qui on va travailler. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Selon toi, Notion ou le no-code en général, tu penses quelle est ta vision de l'avenir du no-code dans le consulting ? Alors, je pense que c'est une question qu'il faut plutôt poser à Shubham, parce que moi, le no-code, comment dire que je pense que je suis la personne la moins calée dans cette salle sur le sujet. Au sens où c'est pas mon expertise. Mon expertise, elle est ailleurs. Okay. Donc, je pourrais te dire, aujourd'hui, tout mon espace de travail, tout mon business est sur Notion. Je permets à certains de mes clients d'aller sur Notion. Je suis persuadée qu'il y a énormément de potentiel. Après, je ne suis pas du tout une techos, une geek addict des outils. Donc, je ne suis clairement pas la personne la mieux placée pour répondre à ta question sur vraiment l'avenir du no-code, comment est-ce que ça va influencer justement les usages, ce genre de choses. Mais je me permets. Mais vis-à-vis de tes clients, là, par rapport à ce que tu mets en place via Notion, du coup, quel est ton ressenti ? La plupart des clients qui mettent en place Notion et qui du coup, parce que c'est souvent ça, encore une fois, qui pêche, c'est la question des habitudes de travail, qui arrivent à construire les habitudes de travail pour faire en sorte que l'outil
deviennent leur QG en fait, ça devient leur cockpit de leur cockpit. Les retours sont hyper positifs au sens généralement c'est Shubham parlait de charge mentale, c'est mais j'ai l'impression qu'on m'a enlevé des pierres dans un sac à dos mental que j'avais depuis des années. C'est le côté fluidification, c'est le côté centralisation. Tout ça personnellement, j'utilise Notion personnellement et c'est aussi quelque chose que je peux prescrire entre guillemets à certains de mes clients en fonction de leur situation. Moi, je suis persuadée que sans un bon système de gestion des tâches, ça fonctionne pas. Et généralement, le public que j'accompagne, c'est-à-dire les entrepreneurs, et les entrepreneurs qui n'ont pas encore d'équipe, j'accompagne pas des startups par exemple. En fait, ils sont dans une situation où souvent, ils ont déjà un système de gestion du temps, c'est-à-dire ils ont un agenda. Ils ont déjà un système plus ou moins bancal de gestion des documents. Ils ont un ordinateur. En revanche, ce qui leur manque, c'est un vrai système de gestion des tâches et de gestion de projet. Et toute la partie planification stratégique, gestion de projet, etc., finalement, c'est des choses qui sont indispensables. Un agent immobilier, il ne le sait peut-être pas, mais il fait de la gestion de projet. C'est simplement que chaque dossier qu'il va traiter, chaque bien qu'il va vendre, c'est un projet. Un avocat, il ne le sait peut-être pas, mais il fait de la gestion de projet. C'est simplement que chaque cas qu'il va traiter est un projet. Et du coup, souvent, c'est à la fois une compétence et des outils qui manquent pour les personnes que j'accompagne. Et quand on rajoute cette brique-là, tout d'un coup, c'est comme si on rajoutait un engrenage qui manquait et la machine commence à marcher un peu plus facilement. Merci, super intéressant. On va prendre une dernière question. Merci. Moi, c'était plus de la curiosité. Quand tu commences à accompagner l'entrepreneur, c'est souvent difficile en fait de le faire parler et de découvrir vraiment quelles sont ses habitudes, où ça flanche pas, quels sont les bons points. Et je trouve que c'est très difficile. Et donc, c'est plus de la curiosité. Est-ce que vous faites du coworking virtuel? Est-ce que tu les fais parler? Est-ce que vous traquez votre temps? Je suis plutôt plus curieuse de savoir comment... Ouais. En fait, moi, ma méthode de travail, c'est vraiment du coaching. Et j'en parlais avec Clément qui va intervenir tout à l'heure. On fait souvent un peu l'amalgame entre coaching et consulting, enfin consultance, on va dire, en bon français. Le consultant, il arrive dans un business, il va justement faire parler la personne, il va aller observer, c'est quelqu'un, il va prendre sa loupe, sa blouse, et il se met en mode enquêteur pour aller décrypter vraiment les habitudes de travail et dire, voilà là, quels sont les points de friction, voilà ce que tu pourrais mettre en place derrière. Moi, j'ai une position un petit peu différente. Moi, mon rôle à moi, c'est de poser des questions à mes clients, mais pour qu'ils y répondent eux-mêmes. Je pars du principe que mes clients sont les plus experts de leur business. C'est eux qui connaissent leur business model, c'est eux qui connaissent la manière dont ils fonctionnent avec leurs clients, c'est eux qui connaissent leurs objectifs, ils se connaissent eux aussi parce que c'est hyper important le facteur individuel et le mode de fonctionnement individuel dans mon travail. Donc en fait, moi, ce que je leur donne, c'est des outils pour aller eux-mêmes auditer leur business et de dire, est-ce que ça tu l'as? Est-ce que ça c'est un ingrédient que tu as? Oui, non. C'est pas oui, non, mais sur une échelle de 0 à X, est-ce que tu l'as ou pas? Et du coup, c'est eux en fait finalement qui vont aller auditer les différentes parties de leur business et qui, en fonction de ça, vont poser des objectifs précis d'organisation, de structuration, de gestion du temps. Et moi, mon rôle, après, c'est de les outiller au fur et à mesure en fonction de leurs besoins pour leur dire, voilà, là, aujourd'hui, c'est ton problème numéro 1, c'est la gestion du temps parce que tu es tout le temps en train de courir d'un rendez-vous à l'autre, etc. et que tu n'as aucun temps pour te poser sur les actions stratégiques et les actions importantes dans ton entreprise. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Et moi, après, je vais leur pointer des ressources et leur offrir des boîtes à outils qui leur permettent d'aller creuser justement à la fois le bas de la pyramide de Shubham, la partie principe, et aussi la partie méthode. Merci. Merci Claire, on peut la réapplaudir. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être ici avec vous ce soir pour vous parler de ce que je fais chez Atomic Digital Design et de comment et pourquoi est-ce qu'on a intégré Notion dans notre studio. Donc, je m'appelle Clément et je suis Ops chez Atomic. Atomic, c'est un studio spécialisé dans la réalité augmentée. On produit notamment des expériences interactives, immersives sur Snapchat, Instagram, TikTok et sur le web aussi, avec des équipes de designers, d'artistes 3D, des développeurs, des chefs de projet. Et avant de rejoindre Atomic, j'ai fait mes études à l'école des Gobelins en design interactif. J'avais suivi en fait, j'ai intégré Atomic en 2016 en tant que designer et j'ai évolué ensuite en tant qu'ops.
En TalkOps, justement, je me trouve un peu au croisement de tous les départements que j'ai cités avant dans le studio. Ma mission, en collaboration avec chaque directeur de tous ces départements-là, c'est d'accompagner les projets stratégiques à un niveau opérationnel. Donc en fait, on intègre ces projets-là, on les optimise, on les digitalise, on les automatise. On propose aussi, on met en place des nouveaux outils si nécessaire pour accompagner la croissance et les changements de l'entreprise. Je fais aussi partie de la communauté Notion Champions. Je ne sais pas si vous connaissez, il y en a qui font partie de cette communauté ici. Il y en a quelques-uns. C'est une communauté qui, en fait, permet aux Notion Guys des entreprises de faire partie justement de cette communauté-là. Ça permet notamment d'accéder à un Slack dédié et d'échanger avec ces personnes-là, de chercher de l'aide, d'aider aussi les autres en tant que Notion Guy d'une organisation. On peut aussi donner nos feedbacks directement aux équipes de Notion, proposer de nouvelles idées. On a aussi parfois accès à des fonctionnalités en bêta, donc c'est hyper pratique quand on travaille dans une organisation de tester ces fonctionnalités-là et avant de les intégrer directement aux solutions dans l'entreprise. Donc je vous invite vraiment à rejoindre cette communauté si vous faites partie de ce type d'organisation. Je vais vous expliquer comment, du coup, et quand et pourquoi on a intégré Notion dans nos outils. Donc en fait, Atomic existe depuis 2012 et avant 2019, on était une quinzaine de collaborateurs. On utilisait différents outils comme Trello, par exemple, pour la gestion de prod. On utilisait aussi pas mal Google Sheet pour développer des outils, différents outils, un tas d'outils un peu éparpillés dans Google Drive et ils n'étaient pas connectés. Aujourd'hui, on est plus de 50. Donc en fait, dans cette croissance, on devait trouver des outils et des process adaptés à la scalabilité de l'entreprise. Donc, je pense que vous savez très bien, en fait, Notion, c'est un peu comme une boîte à Lego. On aime bien parler de blocs sur Notion. On peut construire relativement simplement, ou pas d'ailleurs, des nouveaux outils et les centraliser dans un seul outil d'ailleurs, qui est Notion, tout en restant collaboratif, on l'a dit tout à l'heure aussi. Notion, c'est aussi un outil extrêmement flexible, donc ça nous permet, dans une scalabilité d'entreprise, de modifier, transformer les outils plus rapidement. Donc voilà. C'est les petits mots-clés que je vous ai dit. Et en 2020, d'ailleurs, c'est le moment où on a intégré Notion. C'était aussi un moment où il y a un moment où on était tous confinés, hein, c'était le Covid. Donc c'était un outil hyper adapté quand on était forcé de rester chez soi et travailler en collaboration à distance. On a commencé en fait chez Atomic assez simplement avec Notion, hein, avec les bases en fait de ce que propose Notion. Donc en fait, on a intégré des outils assez basiques, on pourrait dire, pour documenter tout ce qu'on fait, tous nos process. Donc on a intégré toute la documentation déjà dessus. Là où avant on avait différents Google Slides, des Google Docs un peu, comme je vous ai dit, éparpillés dans un Drive. Ça rendait l'accessibilité à la documentation super compliquée. Et là où Notion, on peut tout, encore une fois, centraliser. Puis petit à petit, on a intégré d'autres outils avec plus de complexité, avec aussi de l'automatisation pour gérer des tickets IT. Par exemple, là c'est un outil d'IT Request connecté à un Typeform. Donc en fait, nos collaborateurs peuvent simplement aller dans un Typeform, faire leur demande d'IT, leurs problèmes et tout ça. Et notre IT reçoit toutes les demandes dans cet outil-là, centralisé. Et ensuite, on allait encore plus loin, on a intégré notre gestion de projet qu'on avait sur Trello avant, avec un template qui permet à toutes nos équipes de travailler en collaboration sur ces projets-là. Aujourd'hui, la création de ces cartes projet, d'ailleurs, elle est totalement automatisée. Nos sales, donc l'équipe de commercial, utilise HubSpot. Et en fonction des étapes de vente, les cartes Notion seront générées automatiquement dans cet outil-là. Et ça va générer aussi un drive, etc. Et ça envoie des notifications aux équipes. Donc on sait quand un projet est signé et qu'on peut démarrer la prod directement. L'un des derniers outils qu'on est en train de mettre en place chez nous, c'est l'Office System. Et c'est là où Notion est super intéressant, c'est qu'on peut aller assez loin aussi dans la gestion d'une entreprise à ce niveau-là.
petit à petit, en fait, on répond de plus en plus de besoins dans le studio. Et donc c'est l'un des outils, le système, qui intègre en fait la gestion de notre parc machine, donc du matériel qu'on a dans un studio avec toutes ces équipes. Il y a beaucoup de matériel et des onboarding aussi et des offboarding qu'on a, parce que dans un studio comme celui-ci, on travaille beaucoup aussi avec des intermittents, des freelances. Donc ça se nécessite d'avoir une gestion matérielle au quotidien. Voilà, donc en fait ce système-là, pareil, on essaye de l'automatiser le plus possible pour améliorer la productivité des équipes qui sont concernées par les onboarding et par la gestion du matériel. On essaie du coup un typeform, comme pour les IT tickets dont on a parlé tout à l'heure, pour demander justement un onboarding à toutes les équipes concernées. Donc par exemple, un chef de projet va avoir besoin d'onboarder un nouvel intermittent. Il va simplement remplir un typeform dédié. Il y a toute une automatisation qui va être faite via Make, qui est un super outil d'automatisation que vous devez connaître aussi super bien pour certains. Et tout le reste va être généré dans Notion et on va ensuite aussi générer des notifications auprès de nos équipes et tout sera fluide. Si vous voulez, je peux vous faire une démonstration de ce nouveau système. Hop. Est-ce que ça va marcher ? Vous voyez bien ici ? Comme ça ? C'est bon ? Donc ça, c'est le type de formulaire que n'importe qui dans les équipes susceptibles de demander un onboarding pourra remplir. On entre, on met son email. Ça permet d'identifier aussi la personne dans l'entreprise. Donc ça, après, dans le système automatisé, ça permet de savoir qui fait la demande. Donc aussi de lancer les notifications aux bonnes personnes, tout ça. Donc en fait, d'apparence, c'est simple, mais derrière, il y a tout qui est automatisé. Il n'y a plus besoin de demander à qui, à quoi, un besoin de matériel. Donc voilà, on demande un onboarding. Quelle est la personne qu'on va onboarder ? On met les informations essentielles, en fait. Pour un onboarding, on met son email aussi. Donc en fait, il y a différentes informations à remplir pour savoir quel type de personne va rentrer dans notre studio. Voilà, dans quel département il rentre, quelle sera sa position. Donc est-ce qu'elle fait partie de l'équipe, est-ce que ça va être un lead ou au-dessus, et est-ce qu'elle va travailler sur place ou en télétravail. Voilà, on met sa date d'entrée. Hop. Et on a un récap de notre demande. On submit et voilà. En fait, c'est tout ce qui va se passer côté utilisateur dans notre entreprise. Après, tout se passe sur Make, comme je vous ai dit. Il y a un scénario qui est adapté. Et ensuite, la demande va atterrir directement sur Notion. Donc ça, c'est la base qui est dédiée aux onboarding. En plus de ça, il y a une notification. Donc on sait que quelqu'un va arriver à quelle date. L'IT est notifié. Les personnes responsables des ressources humaines seront notifiées aussi. On pourra savoir qu'il va falloir créer des contrats, tout ça. La personne aussi responsable des bureaux sera notifiée. On pourra l'accueillir correctement. Tout ça en une demande. Donc voilà, on a cette demande qui est ici. On peut avoir des systèmes de tasks qui sont ajoutés automatiquement aussi. Donc ça, c'était l'intérêt d'avoir rempli correctement cette demande. On sait que c'est quelqu'un qui va rentrer dans l'équipe design, c'est quelqu'un qui va être dans l'équipe de design, dans la team. Donc on sait qu'il aura besoin de tel ordinateur, de tel logiciel installé dessus. Tout ça est très concret comme ça. Et du coup, on a cette liste de tasks qui est ici. Et grâce à cette liste de tasks-là, on peut simplement aller ensuite dans notre système de parc machine qui permet de savoir qu'il nous reste par exemple combien d'ordinateurs pour l'équipe de design. Donc d'aller simplement ici dans la partie hardware, on sait qu'en design on a tant d'ordi utilisés,
on va pouvoir attribuer à cette nouvelle personne un nouvel ordinateur. On sait que c'est disponible, on sait que c'est disponible sur place. On va pouvoir lui dire, tu vas utiliser cet ordinateur-là, et on va pouvoir faire ça pour tous les accessoires, tout ce dont il a besoin en fait pour arriver. Et donc là où avant c'était très compliqué d'onboarder quelqu'un, en tout cas on avait des oublis, tout était fait par message sur Slack. À telle personne directement, puis dans un groupe, on a des oublis, on ne sait plus que quelqu'un va arriver, la personne arrive le lundi, il n'y a pas d'ordinateur disponible. Voilà. Et là, en fait, tout est centralisé, on sait qui va arriver, il n'y a pas d'erreur possible normalement. Et voilà. Et ça sera tout pour moi. Bravo Clément, super. Pour avoir un peu un ordre d'idée, vous êtes combien chez Atomic à utiliser tout ce système ? Pour le Typeform, par exemple, dans ce système-là spécifique, il y a toutes les personnes susceptibles d'utiliser, en tout cas de demander un onboarding pour quelqu'un. Donc ça va être les équipes de chefs de projet, notamment, les équipes de lead ou HOD, chaque directeur de pôle qui pourrait accueillir une nouvelle personne, par exemple. Donc ça peut représenter 10 ou 15 personnes. Et en plus de ça, les personnes aussi qui sont en HR, les IT et tout. Ok. Est-ce que quelqu'un a des questions sur tout ça ? Shubham ? Moi j'ai une petite question, super la presse, vraiment cool, l'automatisation. Merci. Et tout. J'avais une question, la gestion là dans cette base de données des utilisateurs, est-ce que tu utilises des utilisateurs Notion ou si tu fais une carte utilisateur avec leur email, etc. Je veux dire sur Notion, est-ce que les personnes, on rentre les personnes dans une base, c'est ça ? Par exemple, la gestion des accessoires, elle est liée à des gens. C'est ça. Est-ce que c'est des gens type Notion, donc des personnes dans les propriétés, ou est-ce que c'est des cartes Normalement, c'est une base de données dédiée people. Ouais, c'est ça. On ajoute comme ça permet en fait de faire des relations Notion. Et de savoir que cette personne a tel matériel ensuite et de mettre des dates et tout ça. Donc on peut rentrer le truc. En fait, derrière le truc est assez complexe, mais en fait l'IT en fait il met juste finalement la carte de la personne et après tout se fait tout seul. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Alors moi j'avais une question qui était plutôt relative à la mise en place de ce Notion parce qu'il est effectivement très puissant. Et vu que tu étais là depuis assez longtemps, je voulais savoir comment ça s'est passé la mise en place, comment tu as fait pour convaincre le top management ou les fondateurs de mettre ce genre de système en place. Est-ce que tu avais des espèces de sponsors ou des gens qui évangélisaient un peu tout le monde? Parce que je sais que c'est pas facile d'expérience, donc je voulais savoir un peu comment ça s'était passé. En fait, comme avant, par exemple, sur ce type de système, il n'y avait pas d'autres choses, pas d'autres solutions. En fait, par exemple, dans le cadre de ça, de ce parc machine, de la gestion de notre matériel, tout était fait, comme je disais, sur des Google Sheets où c'était assez compliqué de gérer. Donc en fait, les personnes qui utilisent ça étaient déjà pas forcément à l'aise avec ce qu'ils avaient déjà avant. Donc après, moi j'ai essayé de réfléchir avec cette problématique-là de complexité, d'oubli et tout ça. Donc je note tout et je me dis comment est-ce que là on utilisait Notion déjà de base. Donc comment est-ce que je pourrais trouver une solution sur Notion? Comment est-ce que je pourrais construire quelque chose qui fonctionne et qui simplifie la vie de ces personnes-là. Donc on a essayé de construire ce truc-là. Là, c'est une solution comme ça, qui existe comme ça. On leur propose, on les fait tester et on voit si ça les convainc. Est-ce que ça améliore cette tâche-là par rapport à comment est-ce qu'ils fonctionnaient avant. Et puis si ça marche, on le déploie et on leur fait utiliser et puis on le fait évoluer si nécessaire. Et puis si ça ne convainc pas, on voit qu'est-ce qui ne convainc pas. Et on avance comme ça. Ok, très bien, merci. Merci. Merci beaucoup Clément. On va passer du coup au MAA. Vous pouvez applaudir Clément une Merci nouvelle beaucoup. fois. Est-ce que Ben, tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais à la team community chez Notion? Ouais, ça fait, comme je l'ai dit avant, ça fait à peu près 4 ans et demi que je suis à Notion. J'ai rejoint une équipe qui avait à peu près 10-15 personnes. Maintenant, on est à peu près 600. Et j'ai travaillé sur pas mal de projets, par exemple, influencer marketing, community programs, templates, block by block, tout plein de trucs dans les dernières années. Hiring,
scaling the teams. Alors, je suis content de partager un peu si vous avez des questions sur comment c'était, l'histoire de Notion, l'équipe, comment ça marche, comment ça fonctionne aujourd'hui. C'est tout. Ma question concerne du coup Notion. Dans mon entreprise, on a commencé à utiliser Microsoft Loop. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'outil. Donc, c'est un peu le Notion de Microsoft qui est sorti il y a quelques mois ou quelques semaines. Et ma question, c'est est-ce que maintenant Notion commence à devenir un peu play de plein de logiciels qui sortent et du coup, il va peut-être être plus... je trouve plus le mot. Enfin, il va pas être vraiment utilisé parce qu'il y aura d'autres outils qui seront basés sur Notion mais beaucoup plus puissants. Parce que moi, dans mon entreprise, on a essayé de pousser Notion, mais c'était sans succès. Avec l'arrivée de Loop dans l'environnement Microsoft, a vraiment poussé l'équipe à utiliser du coup Loop. Donc, est-ce que Notion va vivre assez longtemps ou est-ce qu'il va recevoir pas mal de concurrents dans le futur? Merci. Ça commence avec les questions faciles. Je pense, d'abord, je pense que c'est une bonne signe qu'une compagnie comme Microsoft il construit un produit. Ça veut dire qu'ils pensent que c'est un grand marché. Et nous aussi, on pense que c'est un très grand marché. On peut avoir plusieurs compagnies qui jouent là-dedans. Nous, notre but, c'est on veut que tout le monde utilise Notion. On veut que les étudiants, les entreprises, les freelancers, consultants, tout le monde. Et je pense qu'il y aura des compagnies, possible des très grandes compagnies par exemple, qui utilisent Microsoft Loop. Mais nous, là où je pense que ça va continuer à marcher très bien, c'est nous, on a beaucoup d'étudiants, beaucoup de startups, beaucoup de SMBs qui utilisent Notion et ils grandissent avec Notion. Et je pense que quand tu grandis avec Notion, ça devient plus dur à ensuite partir et utiliser Microsoft. Je ne sais pas si tu aimes utiliser, mais on est une compagnie qui est très product-driven. Et ça c'est pas un truc qui peut changer. C'est dans le DNA de la compagnie. Et c'est le produit qui parle pour lui-même. Alors, je pense que Notion va être là pour très longtemps. Je pense qu'on peut toujours arriver à un moment où tout le monde utilise Notion. C'est ça le but. Ça n'a pas changé. Et on va continuer à améliorer le produit. C'est le seul truc qu'on peut faire. Je ne sais pas si ça a aidé. Mais, bonjour, déjà merci beaucoup pour ce meet. Ça fait longtemps que j'utilise Notion, donc je suis content de pouvoir enfin parler à quelqu'un pour de vrai. J'ai une question par rapport à l'implémentation de tout ce qui est IA dans Notion. Enfin surtout comment ça a été vécu en interne, parce que jusqu'à cette implémentation de l'IA, j'avais l'impression, alors désolé c'est une question pas facile, mais j'avais l'impression que Notion c'était un peu un fan favorite. Enfin c'était vraiment tout le monde adorait Notion jusqu'à cette implémentation qui a fait un peu un backlash parce que c'était un peu imposé d'avoir l'IA avec le raccourci, avec le slash. Je sais qu'il y avait un peu tous les forums étaient en guerre, que c'était... voilà, et vu que moi, dans mon boulot de product owner, je suis habitué à avoir des feedbacks un peu énervés des utilisateurs, comment ça a été vécu, vous, en interne, justement, pour pouvoir bien rebondir Ouais, non, très bonne question. D'abord, on écoute tout. Alors, je pense qu'il y avait des trucs qu'on n'avait pas bien fait. Moi, j'utilise Notion personnellement tous les jours et il y avait des trucs que moi aussi j'aimais pas. J'ai vu on avait vu tout ce que les gens disaient et on a un peu amélioré. On a fait beaucoup de changements pour que ça soit mieux. Et je pense, nous on était une des premières compagnies qui a rajouté IA, c'est comme ça qu'on dit en français, pas AI, IA dans le produit. Alors, il y avait beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à faire bien, pas faire bien. Et on continue à changer beaucoup, à rajouter. Maintenant, il y avait les IA properties qui sont sortis, et encore des trucs nouveaux qui vont sortir. Ça va devenir de plus en plus une partie du produit.
Je pense que le seul truc qu'on peut faire, c'est écouter et améliorer. Et c'est possible qu'il y ait des choses qui vont pas super bien marcher. Et on écoute et on essaie de changer et faire le mieux. Et si vous avez des feedbacks ou des trucs, moi je suis toujours sur Twitter, email, ce que vous voulez. J'aime bien passer le feedback à l'équipe et aux ingénieurs et c'est très important d'écouter ça tout le temps. Juste pour suivre sur sa question, par rapport aux properties IA, les colonnes, est-ce qu'il sera bientôt possible de cibler d'autres properties comme on le fait dans les formules? Parce que pour l'instant, il faut beaucoup parler dans le prompt pour pouvoir interagir avec les données du tableau. Bonne question, je sais pas. Ah d'accord. Je sais que on travaille beaucoup sur IA, de rajouter et de faire plus une partie du produit. Je sais pas exactement si ça c'est parti. Mais il y a une roadmap où on peut déjà voir un peu ce qui va être fait ou il faut devenir bêta-testeur? On n'a pas un roadmap public, mais je sais que IA c'est un des top trucs et aussi un autre truc où on travaille beaucoup et c'est un grand focus, c'est juste la qualité du produit. Okay. Beaucoup de travail sur la vitesse, pas avoir de bugs. Vraiment, Notion était toujours connu pour le craft, je sais pas comment on dit en français, la qualité très haute de produit. Et c'est aussi un produit qui est très dur à construire parce que dès que tu rajoutes un feature, ça affecte quelque chose de différent. C'est très compliqué à construire parce qu'il y a tellement de trucs qui sont connectés. Alors, il faut tout le temps améliorer. Et le founder, Ivan, pour lui, le truc le plus important, c'est d'avoir une qualité très haute de produits. Et ça, c'est un des focus, plus grand focus maintenant. C'est vraiment comment on peut continuer à améliorer la qualité, que ce soit le meilleur produit possible. Ok, bonne continuation dans le développement du produit et on continuera à laisser des feedbacks. En fait, je suis utilisateur de Notion personnellement depuis 2018 et en tant que pro, dans notre équipe de 25 personnes, on utilise Notion depuis 2020. Et en fait, d'après ce que j'ai vu, les dernières sorties comme Notion Project et Notion Wiki, en fait, j'ai l'impression que Notion est devenu très focus sur le monde entreprise et surtout la gestion en entreprise. Et en fait, en tant qu'utilisateur perso et pro en même temps, en fait, pour la conception du produit futur, comment vous, en fait, parce que souvent il y a des conflits entre les deux parties et parfois vous mettez des itérations comme wiki et ça devient en fait très compliqué pour les personnels, les utilisateurs personnels. Alors comment vous gérez en fait ce conflit-là dans votre futur roadmap? Merci. Ouais, il y a pas beaucoup de produits dans le monde où les gens utilisent personnellement et pour le travail. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres. Alors c'est dur. Il faut tout le temps voir comment on peut améliorer pour les deux. Je pense qu'il y a des trucs, par exemple, Wiki et Projects qui sont ils sont beaucoup pour les entreprises et les équipes. Mais il y a tout le temps aussi des updates qui sont qui peuvent marcher pour les deux. Par exemple, les boutons qu'on a lancés, il y a tout plein d'autres trucs qui vont venir, où on essaie de vraiment que ce soit des choses qui peuvent aider aux deux côtés. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Notion que pour personnel, ou même pour les deux, et on ne peut pas juste construire des choses qui aident juste pour les équipes. Alors il faut juste balancer et continuer à faire pour les deux. Ma question c'est, est-ce que vous avez des informations sur le retour de la certification consultant chez Notion? Je pense que dans les prochaines semaines, ça doit ressortir. Si tu veux, tu peux prendre mon email ou tu peux m'envoyer un email, c'est ben@makenotion.com et je peux essayer de demander encore une fois exactement quand c'est, comme ça vous savez la date. Rebonjour. Ma question concerne Notion offline. Est-ce que c'est un choix technique offline Notion? Est-ce que c'est un choix technique ou est-ce que c'est vraiment un choix business de ne pas faire une version offline?
Très facile tes questions. Notion offline, ce qui est dur avec Notion offline, c'est que Notion c'est un produit qui est très collaboratif. Alors c'est très différent de, par exemple, Apple Notes ou des trucs comme ça qui sont juste toi. C'est très dur techniquement à faire quelque chose qui peut éditer une page que 100 personnes éditent qui sont online et toi tu es offline. Ça c'est vraiment là où il y avait des problèmes. J'ai entendu qu'il y a d'autres trucs qu'on pouvait faire pour améliorer, mais pour arriver à où ça soit à 100% offline, c'est très dur avec un produit comme Notion. Mais je sais qu'il y a des gens, il y a des équipes, je pense, infrastructure team qui pensent et ils essaient de trouver d'autres façons à faire pour que ça pour que ça marche mieux la plupart du temps offline, où c'est possible. Moi aussi j'ai besoin. J'étais sur l'avion, j'ai besoin. Il y a l'autre jour, il n'y avait pas d'internet, et j'avais besoin. Je comprends. Bonsoir. Moi, j'ai une question plus sur la culture de l'entreprise, parce que du coup, tu parlais de craft. Du coup, pour faire ça, il faut une bonne équipe, il faut une bonne idée de produit, mais il faut aussi une bonne culture. Ça fait un petit moment que tu es dans l'entreprise. Du coup, je me posais la question, toi, aujourd'hui, dans le fonctionnement de la boîte, c'est quoi qui la chose pour laquelle tu fais rester et en même temps que tu trouves plus formidable? C'est quoi qui me fait rester? Oui, c'est dans ce que l'entreprise a mis en place en termes de culture, c'est quoi le truc le plus fort pour toi chez eux? Je pense il y a beaucoup de choses qui ont été toujours un peu différentes et spéciales avec Notion. Par exemple, au début, il y avait, par exemple, quand l'équipe était assez petite, 20-30 personnes, on mettait pas les chaussures dans le bureau. Tu te promenais avec tes chaussettes. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes où les gens ils font ça. Et tout le temps des trucs un peu spéciaux. Par exemple, un autre truc qu'on faisait, c'est on faisait 2 fois par année des retreats où on allait faire du ski ou quelque chose comme ça, toute l'équipe. Et vraiment, tu ne travaillais pas, juste pour connaître l'équipe et passer du temps ensemble. Et je pense vraiment du début, les founders ils pensaient qu'est-ce qu'on peut faire qui est vraiment meaningful et pas standard. Et je pense que ça a amené aussi des gens très uniques et qui vraiment connectaient avec la culture. Un autre exemple, c'est les illustrations sur le site. Ça, c'était le founder, il avait un copain qui était un artiste et il lui a juste dit viens travailler dans notre bureau, fais ce que tu veux. Il a commencé à faire des illustrations et c'est lui qui a inventé ce style. Mais c'était pas vraiment, c'était juste parce qu'il voulait un artiste qui soit au bureau pour avoir plus d'art dans le bureau et des trucs un peu différents comme ça. Il y a beaucoup d'exemples que j'ai vus du début, même jusqu'à maintenant, qui ont formé une culture assez spéciale, je pense. Super cette petite anecdote sur les dessins. C'est vrai que ça fait partie de l'identité vraiment de Notion, c'est cool. Merci Ben pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour tous ceux qui sont venus, c'était super, c'était un super événement. Et merci d'avoir regardé jusque-là si vous êtes sur le replay. Abonnez-vous.